Salutations tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Vénérable Apprenti. Je vous propose aujourd'hui la troisième émission sur le livre Vive le meilleur des mondes, hyper technologique et robotisé. Nous avons vu dans le préambule pas mal de choses, entre autres que certains s'attellent à modifier l'homme, tout comme son environnement, et pour ce faire, ils n'hésitent pas à promotionner le transhumanisme et le posthumanisme, qui implique pour la première partie 4 points. NBIC, donc sciences cognitives, sciences de l'information, intelligence artificielle, algorithmes, etc. Le B, c'est les biotechnologies, et le N, les nanotechnologies. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Puisqu'ils veulent transformer l'humain et son environnement, ils parlent également de Smart City, des villes intelligentes, connectées au Internet, reliées à plein d'appareils, tout comme les domiciles d'ailleurs dans la domotique, où vous rentrez, la lumière s'allume automatiquement. Le frigo devient intelligent. On avait également parlé de ces frigos avec, pourquoi pas, sur les produits des capteurs RFID NFC qui permettraient de savoir ce qu'il y a dans votre frigo, les dates de péremption et si vous êtes dans le gaspillage ou non. Et derrière, passer commande à votre place auprès des magasins, vous faire gagner du temps au lieu d'être sur les applis de drive. Si toutes les semaines vous mangez à peu près la même chose, on passe commande à votre place et on vous envoie une notification quand votre colis est prêt finalement à être réceptionné. Il y a également derrière la lutte contre le gaspillage, ou encore on avait imaginé dans une prospective une relation avec les assureurs, les mutuelles, entre autres si votre médecin vous a dit hop hop hop, là en ce moment c'est pas terrible, on va faire attention au diabète ou à un autre problème de santé, donc vous allez suivre un régime alimentaire. Ils pourront vérifier à distance si vous vous y conformez, bien évidemment, si vous acceptez de partager ces informations qui normalement sont privées. Il y avait également dans cette modification des villes des agents conversationnels, des robots qui se lient à l'intelligence artificielle. Vous pouvez retrouver des robots humanoïdes aussi, c'est aussi physique, qui viennent être des agents de compagnie, entre autres pour faire vos courses, s'occuper de quelqu'un de votre famille qui serait soit en EHPAD, soit à domicile, mais qui a besoin quand même d'une assistance. Et on peut imaginer toute une flopée de services, y compris jusqu'aux armées qui seraient équipées de robots tueurs et qui nécessiteraient tout de même la main encore de l'homme pour agir. Il y avait aussi les biobots, des insectes qu'on modifie pour aller sur des sites où par exemple c'est la guerre ou encore une catastrophe nucléaire, ou bien imaginons un enfant ou autre qui disparaît parce qu'il était en sortie voyez-vous, pour visiter les grottes ou je ne sais quel problème encore, imaginons un effondrement qui se déroule, eh bien on pourrait avoir des biobots qui se faufileraient pour essayer de trouver des informations. Il y avait pas mal de choses d'aborder, entre autres, puisque nous sommes dans une nouvelle société qui consomme beaucoup de produits, des outils qui nécessitent de l'énergie, très énergivore. Ils ont ce côté de ce besoin énergétique. Alors il faut voir comment faire, puisque à la fois on doit respecter la planète, et en même temps on a un besoin de toujours plus de watts. Alors il y a eu, vous les connaissez, les révolutions industrielles qui sont accompagnées également, nécessitant dans ce manufacturing des machines, et donc pareil, une alimentation. On avait les traités du charbon, de l'acier, et ce qui était intéressant, c'était les usines au charbon qui produisaient de l'électricité. Après, on a eu d'autres modèles qui ont été mis en place, entre autres la consommation de gaz, par exemple, et nous en sommes arrivés à la révolution nucléaire, plus particulièrement du côté des Français, avec l'uranium enrichi, sauf que voilà, quand on est en train de former de nouvelles centrales à produire de l'électricité, il y a des déchets. Que faisons-nous donc de ces éléments radioactifs? Plusieurs solutions ont été proposées, les enfouir sous terre, les stocker à la surface, mais de façon protégée, pour éviter toute attaque bioterroriste, terroriste plutôt, là on n'est pas sur l'attaque biologique même si on s'attaque aux vivants si on le fait. Et derrière, il y avait encore plein d'autres choses, par exemple des personnes qui avaient créé des... comment on pourrait dire ça? Comme des tubes, mais bien plus grands, des barils hermétiques, où ils mettaient les déchets dedans, et ces derniers, en les jetant dans la mer, étaient censés s'ouvrir à un moment, mais au bout de 25 ans, 50 ans ou 100 ans, afin que le taux de radioactivité ne soit pas impactant et dangereux pour les poissons
toute la biodiversité qui s'ensuit. Sauf que voilà, ça n'a pas marché, et on en arrivait, après, à la géo-ingénierie. Il s'attelle à modifier nos sociétés en y incluant des robots, on pense notamment au projet de Neom, et à bien d'autres, moitié robot, moitié humain. Il donne la nationalité, comme à Sofia par exemple, dans les pays arabo-musulmans. Il voit apparemment plus d'intérêt à voir en un tas de ferraille un être doté, on va dire, de droits, que certains humains qu'ils exploitent dans leurs projets pharaoniques. Après, il y a également l'attaque du climat, la géo-ingénierie dont on va parler. Juste avant de faire ça, je tenais à vous dire que je me suis procuré ce livre-là, Comprendre et penser le transhumanisme quand on est chrétien. Et une autre pépite, il y en a plein d'autres derrière encore que je suis en train de consulter, mais celui-ci que j'ai trouvé en occasion, à voir ce que ça va donner, ça va être pour mon travail sur les religions. En plus, j'apprécie ces papiers à l'ancienne, là, jaunâtres à moitié. Les fondateurs de religion. De Akhenaton, Moïse, Zoroastre, Jérémie, le Bouddha, Confucius, Jésus, Saint Paul, Mahomet, Saint Thomas d'Aquin, etc. Donc nous verrons ceci plus tard. N'hésitez pas à pousser, à mettre la flèche pour me propulser, à prendre l'URL et à la basculer sur d'autres réseaux sociaux. Merci pour votre investissement. Géo-ingénierie. Le réchauffement climatique dépasse les bornes. De toute son histoire, la Terre ne s'est jamais réchauffée aussi vite, selon les spécialistes, rappelant tout de même que leurs mesures ne sont que depuis 1800 et quelques. Donc parler que la Terre ne s'est jamais réchauffée autant, aussi vite, est ni plus ni moins qu'une forme d'hérésie dans leur dogme. Là, ils sortent quelque part des vraies données, des mesures. On rappellera, pour certains qui connaissaient cet événement, le 9,2 K, qui avait forcé après, entre autres depuis Çatalhöyük, des populations à basculer sur d'autres terres. Donc depuis la Turquie à émigrer. Mais bon, apparemment, c'est l'homme qui est coupable de tout l'environnement, et non, il n'y a jamais eu de cycle faisant des hauts et des bas. Bon. Il y a des bas certainement, mais eux, ils sont dans leur côté du consensus, pris dans les ébats certainement. L'homme et sa manie de brûler des combustibles fossiles, relarguant ainsi des quantités colossales de carbone dans l'atmosphère, ce gaz étant la cause du fameux effet de serre. Le schéma est bien connu. Le CO2 bloque les rayonnements de la Terre, qui ne cesse d'accumuler la chaleur du Soleil au lieu d'en rayonner une bonne partie, comme avant la révolution industrielle. Ça y est, la révolution industrielle surproduit, crée des usines qui laissent échapper des vapeurs, des fumées et finalement de la pollution du carbone. Accusons les hommes. Le processus s'accélère, les écosystèmes en souffrent, notamment dans les océans. Les bouleversements qui s'ensuivent sont inédits et encore mal compris. Bref, il faut agir, et vite. Deux solutions. Soit l'homme limite ses émissions de carbone, va plus en vacances, se limite dans sa consommation, dans son assiette, hop là, enlève tout ce qui est de l'ordre de la viande et ce genre de protéines qui sont bonnes pour l'homme, au prix d'incalculable sacrifice que personne ne semble prêt à faire. Soit, autrement, il s'emploie à réparer les dégâts par des moyens techniques plus ou moins sophistiqués, tous très prometteurs, du moins sur le papier. De toute manière, le problème est si aigu que personne ne comprend ce qui pourrait advenir, et que même si on cessait d'émettre et qu'on misait tout sur les énergies renouvelables, il faudrait des décennies pour infléchir la courbe du réchauffement. Alors il y a une deuxième approche, et celle-ci est la géo-ingénierie. Donc le mot géo-ingénierie, c'est des technologies ingénieuses de l'homme pour arriver par des moyens technologiques à modifier l'environnement. Et entre autres, là on est sur le géo, sur la Terre, c'est-à-dire sur le climat. Comment peut-on faire pour enlever le carbone, ou du moins le réduire, respecter également l'environnement, par exemple, mais surtout s'intéresser au climat. On pense à l'affaire Popeye, à l'époque, les gros bras de Popeye, ou du moins les escadrons là, qui sont envoyés contre le Vietnam pour faire tomber des pluies diluviennes, afin d'éviter du ravitaillement de l'adversaire et qu'il se renforce face aux Américains. On pense aussi à la Chine en 2009,
ziou, ziou, pareil, ça envoie des lignées dans le ciel avec certains matériaux utilisés. On pense à l'iodure d'argent, au strontium, je crois, barium, et il y a un autre élément, afin de créer des cristaux. Et par exemple, eux, leur objectif était de faire tomber de la neige. Ça avait entraîné des tempêtes. Alors, la géo-ingénierie arbore les habits princiers d'une parfaite rationalité. Elle fascine les ingénieurs autant que les instances internationales. Elle autorise à imaginer qu'on pourrait continuer tranquillement de se goberger de pétrole, de gaz et de charbon, enfin, ce qu'il en reste, et effacer les dégâts grâce à la technologie. Même pas mal. En plus, bidouiller le climat, ça devrait pouvoir rapporter gros. De petits malins ne cessent d'ailleurs de déposer pléthore de brevets au cas où l'humanité prendrait enfin des décisions éclairées. Les propositions sont à la hauteur de l'enjeu, gigantesques, pharaoniques ou parfaitement débiles. L'une des meilleures dans cette catégorie, ça serait de peindre toutes les infrastructures en blanc. Les routes, les maisons, les aéroports, les parkings et les supermarchés, tout serait peint en blanc pour éviter l'absorption d'une chaleur. Donc ça, c'est l'une des meilleures. Ainsi, la Terre réfléchirait plus de lumière solaire et refroidirait d'autant. On ferait même des économies de clim dans les bâtiments blanchis, sauf que nous n'avons pas assez de peinture blanche pour y parvenir et que l'effet serait négligeable. Il n'empêche que cette idée est promue par des chercheurs du Lawrence Lab, un centre de recherche paramilitaire californien. Les grands spécialistes de la géo-ingénierie se recrutent en effet beaucoup chez les scientifiques militaires défroqués. Normal, l'armée américaine a un sérieux savoir-faire en matière de bidouille atmosphérique. Son plus haut fait d'armes dans le domaine est la célèbre opération Popeye. C'était en 1972 au Vietnam. Pour ralentir la progression des convois ennemis sur la piste Ho Chi Minh, les Américains balançaient non pas des épinards en boîte, mais de l'iodure d'argent et de plomb dans les nuages pour amplifier la mousson. L'ensemencement des nuages crée des noyaux de condensation plus gros, donc de plus grosses gouttes. 2300 missions furent effectuées avec succès. La mousson a été prolongée jusqu'à près de 45 jours. Efficace, mais pas assez pour assurer la victoire. Qui peut faire pleuvoir à volonté doit tout aussi bien pouvoir modifier le climat, se dirent les chercheurs militaires américains. Ils ont donc monté leur petit réseau d'influence internationale, trouvé des financements auprès des grands de ce monde, surtout de Bill Clinton et de Bill Gates plus précisément, avec, je crois que c'était son opération Scopex aussi, un truc comme ça, qui a les moyens de s'ériger en bienfaiteur de la planète, et c'est parti. Voici les 7 projets les plus avancés parmi la cinquantaine en cours d'élaboration. Donc, entre autres, il y a trop de CO2 dans l'air, pas de problème, on va le filtrer. Et David Kett, homme d'affaires, prof de physique et de politique publique à Harvard, l'a bien compris. Pour lutter contre l'excès de gaz carbonique dans l'air, ce pape de la géo-ingénierie vend une solution épatante. Une machine à laver l'air. Donc l'air elle passe dedans, t'as des filtres, et elle te ressort plus propre, sans carbone. Il s'agit donc d'une longue boîte métallique de 10 mètres de haut sur 1 km de long, percée de grands trous, des trous ronds, qui accueillent des ventilateurs. L'air est aspiré d'un côté, passe sur des matériaux absorbeurs de CO2 et ressort de l'autre côté tout propre. Sauf que du coup, pour faire fonctionner ces immenses ventilateurs, choper le carbone et le ressortir après l'air de l'autre côté tout propre, il faut de l'électricité. Avant d'avoir construit ce mur, il faut également des matériaux, du matériel, etc. Donc tout ceci signifie qu'il y a un impact carbone. Et au bout de combien de temps on arrive à un résultat qui permet ne serait-ce que déjà d'éliminer l'impact carbone de toute la création et la mise en fonction de ces appareils. Quand on pense à la quantité de machines à laver l'air qu'il va falloir construire pour pomper un peu de CO2, ça fera un sacré business. Rien que sous le vent d'une centrale à charbon de 1000 MWh qui crache 6 millions de tonnes de carbone par an, il faudrait 30 km de leur machine pour attraper le vilain gaz. Pour, on le répète, une centrale à charbon. Lequel devra ensuite être compressé et planqué, on ne sait trop où en fait. C'est-à-dire le carbone qui va être chopé là, sorti de l'atmosphère, il n'a pas disparu, hein. Il n'y a pas de magie. Donc il se retrouve dans des zones de stockage.
Un petit plaisantin bien informé, les apprentis sorciers du climat, s'est amusé à calculer que la construction des machines à laver l'air capables de faire un peu baisser le niveau de CO2 atmosphérique, en admettant que les émissions soient réduites à zéro, ce qui est impensable, prendrait plus d'un siècle. Quand on se place à l'échelle de la planète, il vaut mieux voir les choses en grand. David Kate est pourtant un scientifique reconnu. Pourquoi alors promouvoir un projet aussi pharaonique qu'irréaliste ? Le bonhomme semble avoir compris qu'il y a plus à gagner à vendre du rêve qu'à prendre des risques industriels. Car en attendant de faire construire ces machines à laver, le physicien est devenu un expert mondial de la géo-ingénierie, très demandé et soutenu par l'omniprésent Bill Gates. Alors après, vous avez les océans, ceux des peuples, dopons, le plancton. Ils veulent qu'à la surface des océans, le plancton se multiplie puisqu'il consomme le gaz carbonique. Après, on est à la page que je regarde. Hop là. 47. Ouais, on va aller à celle-ci. Il y a d'autres projets que je vais vous passer, entre autres, trop sombre, la Terre absorbe de la chaleur, blanchissons les nuages. Comment n'y a-t-on pas pensé plus tôt ? Si la lumière du soleil chauffe la Terre et que les gaz empêchent de refroidir, il suffit de renvoyer la lumière solaire dans l'espace. Comment donc ? En augmentant la réflexion des nuages. Fou, mais pas infaisable. Les scientifiques ont fait remarquer depuis longtemps que certains nuages reflétaient mieux les rayons solaires que d'autres. Et ce qui fait la différence tient aux gouttes qui la composent. Qui composent ces nuages même, qui les composent. Plus les nuages comptent de noyaux de condensation, les minuscules particules autour desquelles se condense la vapeur d'eau, plus ils sont réfléchissants. Il suffit donc d'ensemencer les nuages de particules fines pour les blanchir. Finalement, c'est ce qu'on pourrait des fois observer ou non dans ces passages d'avion. Géo-ingénierie et le côté chemical train, donc c'est-à-dire chemtrail ou contrail, et l'un ou l'autre, on s'en fout, entre guillemets, de ce que certains disent. Parce qu'un contrail, un chemtrail, ça voudrait dire que c'est une traînée chimique, et un contrail, ce serait que de la condensation. Or, quand un avion passe, quoi qu'il arrive, il y a au moins du kérosène qui ressort. Plus après les additifs et tout ce que l'on peut retrouver dans le carburant pour qu'il transite correctement dans l'appareil et qu'il en ressorte. Donc quoi qu'il arrive, le mot contrail pour le passage des avions est déjà erroné. Chemtrail est un peu plus en réalité, et l'un ou l'autre, on s'en fout en soi, il n'y a pas débat. Le plus intéressant, c'est de voir le résultat. Qu'il y a des passages d'avions, qu'il y a des lignes qui s'effectuent, et qu'après il y a un quadrillage qui est là. Et un nuage, on va dire, indéfini, ou en haute... comment je peux dire ça ? Un haut voile qui se met sur la planète, empêchant la photosynthèse. Mais en même temps, on va nous dire que ça permet de refléter le soleil, et donc de diminuer la chaleur sur la Terre. Et d'autres vous expliqueront que non, ça n'existe pas, ce n'est que votre esprit qui vous joue des tours. Ben voyons. Les uns penchent pour la dissémination de ces particules par avion ou avec des ballons. D'autres pensent pomper l'eau de la mer et la pulvériser au bout de longs tuyaux promenés en permanence par des flottes de navires. Ces projets plaisent aussi beaucoup à Bill Gates, qui déverse là encore ses dollars dans la recherche en géo-ingénierie. Il va en falloir un paquet parce que le volume à couvrir est énorme. À dire vrai, personne n'en a vraiment pris la mesure et de plus, je cite, « L'effet du blanchiment des nuages sur l'évolution du climat est parfaitement inconnu. » Fin de citation, commentait un scientifique dans un colloque consacré au sujet. Et quand on se penche un peu plus en détail, on peut se dire que quand il y a vraiment tout un voile nuageux qui s'effectue et qui dure, qui assombrit déjà le moral des gens, parce qu'il n'y a plus l'accès à ce ciel bleu, qu'en plus, on est là à jouer les apprentis sorciers, on ne sait même pas si à un moment toutes ces nanoparticules vont pas s'accumuler à un endroit précis, si le barium ou encore le strontium ne vont pas détruire également les plantes sur Terre. Et enfin, on peut parler de la photosynthèse, qui nécessite de l'eau, une plante, du soleil. Et enfin, quatrième élément, si je puis dire, le carbone qui est transformé en oxygène, ce que nous respirons tous. C'est une folie, ce dans quoi il s'engage. Il y aurait bien un moyen d'en savoir plus, ce serait d'essayer. Cinquième, la Terre a du mal à rayonner sa chaleur, alors enlevons-lui son manteau d'altitude.
Très haut dans le ciel, vous avez déjà vu ces fins nuages qui s'effilochent en voile laiteux, les cirrus, les plus élevés des nuages. Ils couvrent 45% de la Terre, mais retiennent plus de chaleur qu'ils n'en laissent s'échapper. La solution, les effacer. C'est l'Américain David Mitchell du Desert Research Institute qui a eu cette idée. Ce n'est pas compliqué, il suffirait que les avions de ligne qui volent à la même altitude que ces nuages mélangent à leur gaz d'échappement les molécules comme le triodure de bismuth. Ça ne fait pas de mal, paraît-il. Du coup, les cristaux de glace qui se forment à cette altitude seraient plus gros et ne pourraient pas se constituer en nuages. Certes, sans cette protection, la Terre recevrait plus de lumière qu'avant, mais elle en laisserait échapper encore plus. Malin. Et du coup, les voyages en avion deviendraient écologiquement vertueux. Super malin. L'impact sur le climat de l'opération. Aucune idée. Génial. Désastreux, peut-être. Pour le savoir, il faudrait essayer. Alors, on attend quoi ? Toujours essayer. Le soleil éclaire trop fort. Mettons un écran solaire. Les scientifiques sont de fins observateurs. Ils ont remarqué que l'éruption de Pinatubo en 1991, avec ses tonnes de poussière soufrée, a fait baisser un temps la température de l'atmosphère. Tout comme en 1783, l'éruption du Laki. D'où l'idée de balancer du soufre en haute altitude pour faire une sorte de filtre solaire à cette altitude qui protégerait la planète du réchauffement. À raison de 5 millions de tonnes par an, on bloquerait ainsi 2% du rayonnement solaire, estime Paul Krusden, prix Nobel et pape de la géo-ingénierie. Le ciel serait légèrement plus blanc, mais les couchers du soleil d'un plus beau rouge. C'est chouette. L'hiver nucléaire, mais sans la bombe. Certes, il faudrait aussi beaucoup d'avions ou de ballons pour répandre la poussière de soufre dans les nuées, à plus d'une quinzaine de kilomètres d'altitude, pour qu'elle ne retombe pas tout de suite. Et puis, faudrait pas changer d'idée et arrêter la pulvérisation, parce que là, le réchauffement repartirait de plus belle. Donc, on serait toujours obligé de renvoyer ces ballons ou ces avions dans le ciel pour soi-disant lutter, et surtout, à nouveau, quand on passe de 15 km d'altitude et que ces éléments viennent à s'éparpiller en redescendant, il se passe quoi en fait ? Est-ce que la modélisation est effectuée ? Or, les écologistes préviennent plus que l'intensité du réchauffement, c'est sa rapidité qui pose des problèmes d'adaptation aux espèces naturelles. Et puis, certains affirment que la couche d'ozone pourrait en être méchamment affectée. Ah, c'est climato-conservateur. Cependant, l'Académie des sciences britanniques trouve ce projet très intéressant et soutient les recherches dans cette perspective. D'autant plus ardemment qu'on ignore tout de l'impact de ce refroidissement soudain sur les régimes des précipitations. Ce serait tout de même dommage de priver l'Asie de la mousson qui la nourrit. En même temps, si c'est au profit des régions situées plus au nord, est-ce que ça nous pose problème, quoi ? Alors, 50... Ça ne suffit pas, envoyons un parasol dans l'espace. Ça, on en avait parlé, c'est-à-dire que ça serait des sortes de miroirs, comme sur des satellites qui pourraient se déployer. Mais bon, ça signifie que dans l'espace, il faudrait faire attention qu'il n'y ait pas un qui vienne à se déstabiliser, qui tape dans un autre appareil, et puis effet en chaîne, hop, en domino, on se retrouve avec plein de débris qui nous tombent sur la gueule. Ça, à nouveau, on est dans une utopie qui nous est portée, je le pense, surtout pour faire des levées de fonds, jouer sur de la spéculation, et aussi se lancer dans des conquêtes de modification artificielle de l'environnement. C'est-à-dire que l'homme, on l'a déjà sorti de sa nature pour le placer dans le modèle mégapolis, c'est-à-dire des hautes villes où tout est bitumé. On est en train de niquer son moral à faire ça. On l'enlève de la nature et donc il n'est plus dans sa condition naturelle. Et en plus, le dernier élément où il avait juste à lever les yeux au ciel, on va dire pour au moins s'y retrouver dans les nuages, dans les couchers du soleil, ou encore à apprécier ne serait-ce que d'avoir de la pluie naturelle, même là, on lui modifie la chose. Et dans les hautes villes, eh bien on peut penser par la suite que ne serait-ce que d'avoir un peu de bleu, bah ça s'achète. Avec du ciel bleu, c'est-à-dire là où t'es content, t'as du soleil qui arrive, et ça c'est pas gratuit. Pour l'éleveur, là, l'agriculteur, pareil. Tu veux que tes bêtes elles soient bien en pâturage, ou pour toi tu veux que ton agriculture y ait des belles pousses et qu'elle ne soit pas cramée par le soleil, ou encore qu'elle ait suffisamment
de millimètres dans ces pluies, bah, tu payes. Et d'ailleurs, on en avait parlé dans le livre noir de l'agriculture et aussi dans ce qu'on observait des directives de l'Union européenne. De plus en plus, ils utilisent la cartographie des terres qui sont en culture, et surtout principalement en monoculture, dont ils ont rendu l'obligation hein, par les rendements et les règles, entre autres, qui ont été imposées aux agriculteurs. Et à la fin, on aboutit à quoi? Bah, vous le voyez, à la cartographie, ils disent là, ces parties-là, ça consomme trop d'eau, trouvez un autre moyen. Investissant du matériel ou dans des graines qui vont résister et qui nécessiteront par exemple moins de consommation d'eau puisque nous sommes en restriction. Enfin, c'est des aberrations. On en arrive à la greffe. Pas la greffe d'organes, quoique si ça en fait partie, mais c'est pas les transplantations que l'on connaissait jusque-là d'un rein, d'un pancréas ou je ne sais quoi encore. Là, on arrive à la greffe d'utérus. Quand les hommes feront des bébés. On rappelle, pour le moment, c'est pas encore le cas, mais il y en a qui visent l'utérus amovible. Ça, c'est effectivement le cas pour des femmes devenues hommes qui veulent redevenir femmes. Et vous avez après l'idée de l'ectogenèse. C'est-à-dire, dans un premier temps, c'était naturel. Une femme est née avec son utérus et pour certaines, elles peuvent avoir un enfant. Pour d'autres, elles ont des problèmes, malheureusement, qui les rendent infertiles ou qui leur empêchent d'avoir en leur corps l'épanouissement d'un bébé, oui, pour qu'il arrive à son terme. Et il y a eu après ces opérations, les transplantations de différentes choses, pour en arriver à la transplantation d'utérus. Donc une femme qui se met un braquemar pour devenir un homme, et puis d'un coup elle change d'avis, et finalement elle veut l'utérus, elle veut revenir à son organe précédent, naturel, on va dire ça comme ça, et elle se fait transplanter. Et on a compris qu'à partir de ces opérations, il y en a qui travaillaient après l'ectogenèse, sortir la création d'un bébé du corps de la femme. Dans un premier temps, on a fait la PMA, c'est-à-dire la fécondation in vitro. En laboratoire, on met en relation le spermatozoïde et l'ovule, sélectionné pourquoi pas sur catalogue. Et on en est après conduit à la gestation pour autrui, c'est-à-dire c'est dans un projet parental. Même deux hommes ou même deux femmes, ils se disent « Allez, je veux un enfant, la nature ne me le permet pas dans cette condition-là, puisque la norme est l'hétérosexualité. En tout cas, pour avoir un enfant, c'est comme ça, c'est la nature. Eh bien, on va faire appel à une femme. On va louer son corps. Ça, c'est la gestation pour autrui, donc la marchandisation des êtres humains qui conduisent à tout un tas de folies. Et derrière, certains acteurs se disent « Maintenant qu'on en arrive à cela, pourquoi se limiter seulement au réceptacle humain? Allons plus loin, conduisons la procréation hors des corps. » Et c'est l'objectif de l'ectogenèse. Mais là, pour le moment, on est sur la greffe d'utérus. Donc quand les hommes feront des bébés, ce qui est un titre erroné, hein, c'est une femme devenue un homme et qui redevient femme. Un homme devenu femme et qui prend un vagin n'aura pas l'utérus, donc il ne pourra pas accueillir en son corps un bébé. C'est important de le dire. Pourquoi les hommes n'auraient-ils pas le droit eux aussi de mettre au monde les enfants? Ne serait-il pas équitable que les couples puissent choisir qui des deux portera leur progéniture? Est-ce que dans leur modèle, même un homme et une femme hein, qui sont hétéros, demain au nom de l'émancipation de la femme, alors qu'il n'y a rien de plus magnifique en soi que de mettre un enfant au monde, ça sera l'homme qui devra le faire. Parce que c'est une tâche, ça abîme son corps, ou on ne sait quelle revendication encore féministe. Regardons la suite. En attendant la mise au point d'un utérus artificiel, voire après la page 169 utérus artificiel, qui soulagerait tout le monde du poids de la grossesse, les femmes pourraient souhaiter que les hommes en subissent à leur tour le fardeau, et les hommes être tentés, par les joies de l'enfantement youpi homme déconstruit, de porter le bébé. Seulement voilà, les hommes n'ont pas d'utérus. Affaire entendue? Non. Car si des chirurgiens habiles sont parvenus à greffer un utérus sur des femmes qui étaient dépourvues de cet utérus, pourquoi ne pas essayer sur des hommes? Ce serait un peu oublier la composition, on va dire, peut-être du phénotype entre un homme et une femme. Je rappellerai un livre qu'on a lu. Entre un homme et une femme, il y a à peu près 1,5% de différence. Entre deux hommes, 0,5%. Entre deux femmes, peut-être 0,5%. Donc le corps de l'homme est différent de la femme. Et d'ailleurs, c'est complémentaire, hein. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre, loin de là. Mais dans l'expérience qui était proposée par un chercheur, il mettait même dans sa présentation,
Entre l'homme et le chimpanzé, 1,5% de différence. Donc tu vois, tu feras pas une procréation d'un homme avec un singe, si je puis dire. Eh bien, l'homme avec la femme, tu pourras avoir une procréation, mais que dans un sens. Vous voyez, c'est toute une logique qui était présentée par, en tout cas, une personne qui fait des conférences. Je vous reciterai son nom, qui est dans un livre dont on a déjà parlé. Non, car si des chirurgiens habiles sont parvenus à greffer un utérus sur des femmes donc qui en étaient dépourvues, pourquoi ne pas essayer sur l'homme? La première greffe réussie d'utérus s'est déroulée en Suède fin 2014. La jeune femme n'en avait pas, sa mère lui a donné le sien. C'est grâce à cette greffe qu'est né en pleine forme un petit Vincent. Plusieurs autres expériences de ce genre sont en préparation, notamment en France, à Limoges. Certes, cette performance chirurgicale, saluée dans le monde entier, reste une greffe d'un organe féminin sur une femme. Et pour les mâles candidats à la grossesse alors, les chirurgiens suédois soulignent que cette opération ne nécessite aucun élément spécifique féminin à part l'organe lui-même. Autrement dit, il suffit de bien l'ancrer sur des ligaments du bassin et des tissus alentours et de trouver la place dans l'organisme pour implanter cette poche qui enfle tout de même de 1000 fois son volume initial pour se distendre pendant la grossesse. On connaît la facilité avec laquelle l'abdomen de l'homme peut aussi se distendre. Seul un supplément en hormones féminines serait indispensable pour les premières semaines, remarquent les spécialistes. Vous imaginez quand même le commerce de l'horreur et la chirurgie de l'enfer. L'homme qui dans sa folie non genrée ou je ne sais quelle encore modernité comme on pourrait le voir, ou dans son hétérosexualité avec sa femme qui ne veut plus, par revendication et femme forte, porter un enfant, abîmer son corps, viendrait réclamer à son mari à ce que, pendant un certain temps, il ait plus de coronesse. Hein. Et ils passeront peut-être avec des objets ou je sais comment ils fonctionneront pour prendre leur plaisir et finalement rester en couple l'homme et la femme, à moins que là aussi ça soit inversé. Elle en avait marre de recevoir, qui sait. Eh bien, on se retrouvera avec un homme déconstruit, parce que déjà pour être dans ça, il est déconstruit. Ensuite, il se fait opérer, il se met un utérus, mais c'est pas terminé dans la folie. Il prend une fécondation in vitro, parce qu'on se doute bien que c'est pas sa femme qui va le fourrer. Mais je parle un peu vulgairement, mais pour que vous puissiez comprendre dans quel état de folie on est. Donc ils passeront par un laboratoire, c'est-à-dire, premier élément, il est passé sur le bistouri, il a payé je sais pas combien, ou dans sa folie, et on doit accepter tout le monde, tel McDo, allez, venez comme vous êtes, mais en plus vous ne payez même pas votre repas, alors, c'est la société qui paye pour vous, donc on financera son changement de sexe, l'implantation de l'utérus, mais c'est pas terminé. Après ça, il devra tout simplement être sous prise d'abord fécondation in vitro, donc passe par un laboratoire, à nouveau on paye des donneurs et le spécialiste qui va faire l'insémination avec plusieurs, on rappelle, embryons puisque certains peuvent échouer. Et c'est pas terminé, il y a un suivi après avec tout ça. Et en plus, pendant les premières semaines, comme l'homme est différent de la femme, et je vous ai lu un article, un magazine scientifique, entre autres sur la différence des hormones des hommes et des femmes, où nous ne réagissons pas pareil aux maladies, aux médicaments, etc., eh bien il faudra lui injecter des hormones, donc financer des laboratoires, sans avoir une certitude que l'enfant arrive à son terme. Puisqu'on rappelle, il y a des fausses couches, et il y a des complications, etc. C'est l'atroce, hein. Et on rentre dans ce monde-là. Et non, ce ne sont pas en majorité les Occidentaux qui défendent ce système. J'en vois déjà s'enorgueillir. Dans certains bleds, ça se passe comme ça. Il y a en effet des gens qui sont tombés dans la démesure lubris, comme on pourrait le dire, ça oui, et ils vont certainement payer le prix. Mais en Occident, et particulièrement en France, qui s'est mobilisé contre le mariage pour tous, qui est descendu dans la rue, entre autres, pour lutter contre l'adoption et même à ce que par PMA, là, étendu aux femmes lesbiennes, ils aient des enfants, les homos? Les catholiques. Seulement les chrétiens. Les musulmans ont fermé leur bouche dessus. Et sont les mêmes après sur les réseaux sociaux ou autres qui viennent à dire regardez la décadence de l'Occident. Non. Le vrai Occident, avant que vous ne preniez place chez nous, était justement un bloc solide. C'est-à-dire avec des limites. Sous autorité entre autres Vatican, si je puis dire. Fille aînée de l'Église était le titre de la France. Donc on avait des revendications, pas d'IVG. Ça c'est interdit. L'euthanasie, n'y pensez même pas.
Les changements de sexe comme ça, encore moins. Les mariages homo, ça, ce n'est que abomination. Mais comme vous êtes rentré chez nous, et qu'en fait, vous n'acceptez qu'une seule chose, c'est de voir notre destruction, et vous voulez la précipiter, vous ne réagissez à point de ces choses-là, de toutes ces horreurs, et au contraire, vous vous mettez même, pour certains, du côté des LFI, du Front Populaire et toutes ces conneries-là, qui vous promeuvent à longueur de temps du wokisme, du LGBTisme. Parce que ça fait avancer vos causes islamistes, de votre communisme. Oui, parce que votre rêve et votre directive, c'est un communisme à l'islam, à la sauce islam. C'est-à-dire, c'est pas l'anti-religiosité, c'est votre religion, votre dogme qui s'impose avec ses lois et qui sacrifie tous les autres, et particulièrement les chrétiens. Ça, c'est la réalité. Revenons-en à ce qui est inscrit. Je vous ai exposé l'horreur, j'ai ajouté de la complémentarité, et qu'est-il inscrit après? Autrement dit, il suffit de bien l'ancrer sur les ligaments du bassin et donc et les tissus. On nous explique que le corps est miraculeux, il s'adapte, et que si l'homme veut avoir un enfant, donc on le booste d'hormones, comme les gamins à qui on a fait changer de sexe. Quant à l'irrigation sanguine, elle peut se faire comme chez les femmes en reliant le greffon au vaisseau des membres inférieurs. Faute de vagin, l'implantation de l'embryon pourra s'effectuer par injection et l'accouchement par césarienne. Alors, à quand le premier homme-papa? Car si les femmes ont le droit à cette grève de confort, entendez, qui n'a rien de vital, pourquoi pas les hommes, surtout les transsexuels qui accéderaient aussi à la plénitude féminine? Pour l'instant, ce n'est pas au programme. La Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique a bien fait attention de préciser que la receveuse doit être de sexe génétique féminin. Ça, ils ne sont pas encore tombés dans la folie. Cette règle déontologique résistera-t-elle longtemps? Quand naîtra le premier homme qui dira « maman » à son papa? Ça prête à rire tellement c'est fou, mais... Putain de monde, quoi. Il donne de la nationalité à des robots du nom de Sophia. Il change les hommes en femmes. L'autre, il veut que son enfant dise maman à son papa. Mais putain, mais... Je veux dire, on va mal, là. Ça va pas. Alors... C'est quand même dingue, quoi. Putain de merde. Je vous passe certaines choses du livre. Là, c'est... Ah oui. Gratuité généralisée, rêver la fin du capitalisme, enfin. L'immortalité aussi qui est visée. Mourir? Mais c'est trop triste. On ne mourra plus. L'homme qui vivra 1000 ans est déjà né, a coutume d'affirmer en conférence l'urologue belge Laurent Alexandre, qui nous avait mis la mort de la mort. Et je vous avais dit, et ça vous ne trouverez pas cette formule ailleurs, mais elle est intéressante, on est passé des spiritistes qui ont voulu créer un New Age avec la communication auprès des morts, donc communiquer avec le mort des morts, au Laurent Alexandre et du transhumanisme, la mort de la mort. Les deux ne sont que dans une société mortifère et ne connaissent pas finalement la vie de la religion, entre autres chrétienne, par Jésus, la vie, l'amour de savoir que c'est bien, tu nais, par ces connaissances, tu vas à ton apogée, et dès que tu arrives à ton summum par la vieillesse, finalement tu déclines. Tu arrives dans la sénescence, tu roublies tout, tu retournes en état d'humilité et poussière. Pour passer bien évidemment à une élévation de l'âme et à autre chose, dans une dimension fort différente. Regardons la suite. Laurent Alexandre, par ailleurs chroniqueur au Monde, l'auteur de la mort, allait encore plus loin il y a quelques années en prédisant carrément l'immortalité pour les générations à venir. Aujourd'hui, il préfère parler plutôt de longévité accrue, ça fait plus crédible. Parce que leur visée, on le rappelle, c'est que vous soyez à la fin ça. Et encore, j'exagère, ça c'est trop gros pour ce que vous représentez. C'est-à-dire que l'on vous réduise qu'à de la matérialité, qu'on explique que votre corps était un hardware, votre cerveau un software, le logiciel qui le faisait fonctionner, et qu'on peut le récupérer en données maintenant qu'on en arrive à ces évolutions, ces avancées technologiques, et qu'on vous met dans une clé USB. Vous voyez, votre immortalité. Pouf! On vous connecte, tel le monde de Matrix. Donc Matrix, lui, il se détachait. Vous voyez, il était resté encore biologique, et on l'alimentait par le sacrifice des bébés, etc. Bref, regardez les injections, les perfusions qui sont sur le corps. D'accord, il est dans un certain liquide, et la machine
lui renvoie plein de nutriments, ce qu'il faut pour qu'il reste encore à un certain état et que son cerveau fonctionne. Le cerveau fonctionne comme une machine. Mais on peut imaginer maintenant qu'il rêve de vous faire croire une immortalité. Donc, comme je vous explique que le cerveau soit un logiciel, connecté avec des capteurs ou tout ce qu'on veut là aujourd'hui, ou même une puce neuronale, type Neuralink, on vous transfère dans la machine, vous n'êtes qu'une clé USB, tant que vous payez ou tant que vous êtes un certain service dans la machine, je ne sais par quelle exploitation il pourrait trouver sur l'être humain, vous restez en vie, dès lors où vous vous rébellez contre la machine, on vous débranche. Tu seras rebranché ou réinitialisé, peu importe. Bon, j'exagère un peu, mais c'est pour vous dire que c'est une fausse promesse, puisque celui qui pense, par l'algorithme, vivre une éternité, n'est peut-être que dans une fraction du monde réel. À peine transféré qu'il n'est déjà retiré, débranché. Comprenez, c'est quelque part comme un enfant avec le cordon ombilical qui aurait été coupé et qui veut, cette fois-ci, se détacher totalement de sa mère. C'est-à-dire qu'il ne la reconnaît plus dès son premier moment, dès son premier souffle, si je puis dire, à partir du moment où on a coupé. Ça n'a pas de sens. Si ses parents ne sont pas là, l'enfant meurt. Vous comprenez ? Bien, un être humain qui se coupe, on va dire, du cordon de la réalité pour à la place se brancher sur les réseaux sociaux, n'est que dans une illusion de raccordement, et celui-ci en réalité sera amené à disparaître. Alors, le roi Alexandre a cette idée des progrès de la médecine qui sont tels que toutes les maladies seront curables et la vieillesse, qui est considérée comme une maladie, sans cesse repoussée. Fondateur du site Doctissimo, qu'il a revendu pour s'offrir la société de séquençage du génome, DNA Vision, donc désoxyribonucléique acide, nous on le dit en inverse, ADN, acide désoxyribonucléique, a un intérêt, comme dans la série V, nous venons en paix, eh bien ils ont un intérêt à avoir un fichage, un séquençage de chaque être humain, pour qu'après dans leur algorithme, ils décèlent les meilleures séquences des ADN, qui prennent ces segments et qui les sortent, pour créer un être humain parfait demain, ou encore, dans leur souhait, mais ce n'est pas autorisé, ni par l'Amérique, ni par l'Europe, mais de breveter le vivant. Et c'est-à-dire que par certains gènes spécifiques, rares des fois, on viendrait à pouvoir développer des médicaments en prenant cette composition, alors comment je pourrais dire ça, cette écriture quelque part de l'ADN ou des ARN qui appartiennent à un humain, qu'on lui rachèterait ses droits sur son vivant, et ce serait la fortune à nouveau, le nouveau commerce. Chacun se fait tester et veut trouver quelle maladie, quel problème de santé. Vous voyez, comme si, en fait, il peut soigner, comme si chaque humain était une clé pour une porte. Mais il ne savait pas encore quelle était son efficacité et la solution qu'il est pour le problème. C'est-à-dire, chaque humain pourrait répondre à un problème de la planète, ce que l'on voit dans les mutations génétiques. Puisqu'on est censé, dans la théorie darwinienne, avoir été les meilleurs au niveau de la sélection jusqu'à présent, en tout cas. Après, il y en a certains qui s'attaquent en disant l'Église a contrefaçonné ce côté naturel, puisqu'en aidant les pauvres, les plus faibles, les démunis ou même ceux qui ont des corps fragiles, handicap ou ce que l'on veut, ont favorisé à ce qu'il y ait des éléments, je sais pas comment on pourrait dire ça, et parce qu'ils ne veulent pas les reconnaître comme des êtres humains. Donc ils vont dire des éléments ou des supports, malheureusement, à dégradation du meilleur ADN. Alors, on pourrait voir ça comme ça, dans leur théorie eugénique. Hein, parce que, encore une fois, tout est question d'être bien né selon eux. Donc, en fait, il dit en français que les leaders de la Silicon Valley, emmenés par Google, Microsoft, Facebook et consorts, affirment depuis des années et qu'ils s'efforcent de mettre en œuvre très concrètement cette visée-là, hein, de retarder la mort. Ainsi, Google s'est offert les meilleures startups d'ici et d'ailleurs dans les domaines prometteurs des nanotechnologies. Biotechnologie également, intelligence artificielle et cognition, donc les fameuses NBIC. Ceux qui n'avaient pas compris qu'un simple moteur de recherche sur Internet gratuit pour l'usager, qui plus est, pouvait générer une telle fortune que ces dirigeants peuvent aujourd'hui réaliser leurs rêves les plus fous, vont enfin mesurer l'ampleur de l'entreprise. Vos organes se déglinguent ? Pas de problème, ils les répareront. Mieux, ils vous les remplaceront. Vos tissus se ramollissent, ils les régénéreront. Vos neurones fatiguent, ils vous les renouvelleront. Ainsi, sans cesse rafistolé, l'homme de demain sera immortel. Et je vous renvoie en parallèle aux échanges des Bogdanov avec Jacques Attali. C'était en 1900 et quelques.
dans les années 70-80, il me semble, 1960, je sais plus, 1980, quelque chose comme ça. Enfin, faudrait retrouver. C'est avant qu'il y ait la carte vitale. Jacques Attali annonçait déjà ce qu'elle allait devenir en France, et surtout, dans cette discussion, dans Temps X, il disait « L'homme consommera l'homme », et l'on placera un archétype sur lequel il devra se conformer. C'est-à-dire, on établira un modèle informatique d'un état de santé que tout le monde doit adopter. Et pour ce faire, cet homme catégorisé virtuellement, où l'on aura écrit finalement les rubans de l'ADN, avec les paires de chromosomes, etc., devra se conformer pour la femme à ce modèle-là, pour l'homme à ce modèle-là. Et celui qui ne voudra pas se faire injecter les ARN messagers, les protéines, les recombinaisons génétiques, ou encore d'autres modifications, comme on peut le voir des synapses, des tissus, de nos organes, etc., peut-être devront payer une amende, ou seront disqualifiés pour rester dans la société. Un peu le monde à la Huxley. C'est-à-dire les civilisés, les sauvages. Et ceux qui n'ont pas voulu se conformer à une modernité où on ne fait plus d'enfants naturellement, où on utilise l'ectogenèse, ou encore ceux qui n'ont pas accepté la vaccination ou une autre thérapie, se retrouvent dans la réserve à sauvages. Interdit de tuer les humains comme ça, mais on les laisse petit à petit s'affaisser. Et d'ailleurs, interdit d'interdire, pas tant que ça. Les riches personnes se font des divertissements de temps en temps en hélicoptère, en train de chasser de l'humain. Alors, la maintenance des corps le gardera en vie indéfiniment. Ah oui, j'en revenais à ça aussi, puisque l'ordre cannibale qui était écrit par Jacques Attali nous renvoyait à ces anciennes sociétés. Alors, l'ordre cannibale, c'était la médecine de l'époque. C'est-à-dire, tu combattais un adversaire, si tu le gagnais, t'avais peur que son âme revienne, alors tu consommais sa chair. Il y avait des pratiques rituelles aussi, on sacrifiait des humains que l'on consommait en les mettant dans des marmites et en les faisant bouillir et en les consommant dans les tribus pour par exemple satisfaire un dieu, ou encore pour créer de l'immunité. C'est assez étrange, mais oui, apparemment c'était censé fonctionner, c'est-à-dire consommer l'homme pour obtenir une certaine vitalité, les bactéries ou je ne sais ce qui pouvait en être restitué, qui permettait à l'homme d'avoir une immunité, en tout cas, qui se déploie. Ça, c'est écrit dans son livre, et il expliquait même, à la page 32, qui m'avait horrifié, qu'à l'heure actuelle, dans, je crois que c'est les Philippines, et dans certaines îles encore, il y a des riches cadres qui consomment des fœtus, et d'autres même des humains. Alors, il avait été démenti, attaqué, je crois, par, entre autres, mince, je sais plus c'était où, pas la Nouvelle-Zélande, je sais plus. Il y avait un représentant, en tout cas, d'un des endroits qu'il avait cité, Jacques Attali, qui lui avait dit « Non, mais là, vous êtes en train de nuire à notre tourisme, ce que vous dites, c'est une pure invention. » Bah, excusez-moi d'avoir le doute, mais par exemple, quand on a eu le témoignage de Pierre et Marie dans le documentaire, d'ailleurs, retenez que le nom de Pierre et Marie dans le reportage qui a été publié sur FR2 ou FR3, là, avec Élise Lucet, Viol, la fin du silence, où dedans il est question de rites et de personnes qui se réunissent, entre autres pour sacrifier pour une divinité avec une certaine statue africaine qu'ils nomment Bouknoubour ou quelque chose comme ça. Et ils se font appeler des mages. Mais dedans, les gamins, il y a des choses qu'ils n'ont pas pu inventer, notamment des mains sectionnées, des parties d'organes qui se retrouvaient dans des bocaux. Mais ce que je suis en train de vous dire, ça à mettre en relation avec le livre de Jacques Attali, L'Ordre cannibale. Ça à voir avec certains, justement, transhumanistes qui, par l'étude anthropologique, c'est-à-dire des sociétés humaines, ethnologiques, selon certaines parties du monde, comment ils agissaient, ou encore par les tribus, leurs agissements, les rites qu'ils pouvaient produire, créer, on retrouve qu'il y a notamment des statues africaines qui nécessitent des sacrifices humains pour obtenir gloire, force, de l'argent ou encore une certaine autorité oratoire ou bien encore de la santé. Ça, on le retrouve. Donc les gamins n'avaient rien inventé. Et si je viens vous parler de ça, c'est parce qu'en fait, dans l'expérience, on va dire, de leur interview, où ils vous font part de certaines choses avec les Bogdanov, dans Temps X, Jacques Attali dit bien « l'homme consommera l'homme et retournera à un état cannibale ».
eh bien, c'est déjà ce qui se produit quelque part. C'est-à-dire, quand on essaye de créer des ARN messagers, de les saisir de certains corps pour les mettre en culture, l'homme consomme déjà l'homme. Lorsqu'il use de vaccination, eh bien, il faut savoir qu'il y avait la cellule HEK 293 ou 273, qui était en fait issue d'un embryon et du rein de celui-ci, auquel on avait fait une expérience pour développer justement la vaccination, encore des exhausteurs de goût, des additifs, etc. Il ne se retrouve pas dans le produit final, cet élément, mais il est utilisé pour le développement de thérapies ou encore de soins. Donc l'homme était déjà en train de dévorer l'homme. Lorsqu'on travaille sur les embryons pour, entre autres, obtenir de la régénérescence cellulaire, ou bien d'autres choses, l'homme consomme l'homme, certes dans le produit final que tu auras dans ton magasin, ou encore en boutique, en pharmacie, peu importe. Il n'y aura pas ces morceaux de fœtus, il n'y aura pas ces éléments de placenta ou de je ne sais quoi encore. Mais ces produits humains, comme ils le nomment le matériel humain, ont été utilisés pour aboutir à ça. Comme pour les exhausteurs de goût et compagnie. Il y avait une entreprise, notamment, je crois qu'elle s'appelait Ambrosie, un truc comme ça. Vous comprenez ? L'homme consomme l'homme, mais il ne le voit pas immédiatement. Et entre autres, le Théodore Kaczynski, que je défends pas pour son manifeste, même s'il y a certaines choses intéressantes, mais ces agissements à la Unabomber, je ne les accepte pas. On peut nuire aux humains. Certains diraient, mais arrête de causer, il faut maintenant faire avancer les causes. Je ne le pense pas. Au contraire, c'est par le langage qu'on va raisonner les gens. Il y en a beaucoup, ils ne voient pas l'horreur. C'est comme pour l'alimentation. Il ne faut pas s'interdire la viande, mais il faut peut-être se diriger vers le côté flexitarien. C'est-à-dire favoriser un certain bien-être animal au lieu d'avoir des usines, clairement, qui sont des centres de massacre. Entassés au millimètre près, on essaye de grappiller un peu de terrain. On coupe certaines parties des animaux pour éviter qu'ils stressent ou qu'ils se bouffent entre eux. Parce qu'on les a coupés du naturel. Et je ne parle même pas de bien d'autres atrocités dont nous avons parlé longuement sur le livre de Sapostra, là, Isabelle, sur l'agriculture. Alors on est déjà à combien ? À 51 minutes. Je pensais évoluer bien plus rapidement dans cet ouvrage. Je pense qu'on se fera encore 2-3 émissions dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, il travaille avec Aubrey de Grey, par exemple, informaticien et gérontologue, amateur anglais. On le reconnaît dans les médias à sa longue barbe grisonnante qui parle d'atteindre la vitesse d'échappement de la longévité. C'est-à-dire le moment où, de réparation en régénération, la mort serait tellement repoussée qu'elle ne surviendrait jamais. Et on interdit la mort, si je puis dire, on la bloque en tout cas. On se retrouve avec beaucoup d'humains sur Terre. On fait quoi ? C'est les gens, ils vivent 80 ans, ils veulent en vivre 100, 120, 150 ou plus peut-être. Eh bien, il y a 2 solutions. Déjà, ça va être de stériliser la plupart. Et ça rentre dans le plan d'action. Oh, regardez la série Utopia. Ah, vous allez me dire que c'est qu'une série... Écoutez les discours de Gates à l'époque. Vous savez très bien de qui je parle, hein, le B. Il disait, non pas que les vaccins allaient réduire la population, il disait pas ça. Allaient réduire la production, c'est-à-dire allaient réduire la fertilité de 10 à 15%. C'est exactement ce qu'il déclarait. Qu'il fallait travailler, non pas être dans un eugénisme, c'est-à-dire à sacrifier des hommes. Ça me passerait pas, vous voyez, c'est pas moral. Mais de les entraver dans leur reproduction. Et comme on a les sujets des perturbateurs endocriniens, des ondes, entre autres des fréquences avec les antennes relais, du stress quotidien, tout ça agit en réalité sur la fertilité. Donc le facteur, on peut le faire porter sur bien des choses. Mais pas forcément sur... Vous comprenez ce qui a été injecté. C'est leur solution. Et comme on le voit, c'est également un nouveau marché. Là où hier, des hommes et des femmes qui se reproduisent naturellement ne rapportaient rien, aujourd'hui, quand on les conduit à la PMA puisque problème de fertilité, on engage déjà des spécialistes, on fait fonctionner des structures, il y a d'ailleurs tout un financement de matériel, de recherche, etc. Du stockage et tout ce que vous voulez, on pourrait citer bien des étapes et des catégories, voyez-vous, qui sont utilisées dans ces métiers-là. C'est-à-dire des éléments qui vont faire à la fois fonctionner la science, l'avancée, où on peut séquencer l'ADN, où on travaille déjà l'embryon depuis l'extérieur par des diagnostics préimplantatoires et des dépistages prénatals. Ok ? Mais on ne s'arrête pas là. Les travaux continuent plus loin.
On va créer des embryons surnuméraires, c'est-à-dire en trop, et on demandera aux parents, une fois qu'ils ont obtenu 1 ou 2 enfants, voulez-vous encore les garder? Ou donnez-les à la science, ça serait un beau geste après tout ce qu'elle a fait pour vous. Et ça ne s'arrête pas là, ça va plus loin encore. Vous le voyez. C'est-à-dire que même demain, être parent, avec cette PMA ou encore cette GPA, avec comme le disait Sylviane Agaczynski, la femme d'un haut politique français, l'exploitation des corps rapporte énormément. Derrière, certaines qui vont être forcées à porter 1, 2, 3, 4, elles vont faire que ça, les enchaîner. Leur corps sera épuisé, peut-être plus rapidement, elles seront dépendantes de médicaments, par des problèmes de santé. Parce que les grossesses ne sont pas toutes à 100%, ça se passe bien, il y a des risques. Que ce soit mental, que ce soit pour le corps, même par la suite, la transformation de ce corps à force de grossesse, la peau n'est pas extensible et ne se remet pas toujours correctement. Il peut y avoir une césarienne aussi qui vient impacter, donc qui va jouer sur le moral, bref, prise de médicaments. Tout ça, c'est un ordre qui doit normalement disparaître. On a une part d'évolution incroyable. Pourquoi l'atroce se met à la table? Parce qu'on a oublié qu'il y avait un monde chrétien qui lui veut statuer des choses. Et de l'autre côté, on a les progressistes à 100%, sans limite. C'est terminé de leur mettre des barrières pour les recherches. Et après qu'ils aient lu quelque part par Watson et Crick les séquençages de l'ADN, qu'ils l'aient bien eu sous l'œil par l'informatique qui a permis toutes ces avancées, ça y est, c'est la démesure. Et on voit où ça conduit. Peut-être même demain, qui essaie, je vais vous parler de la société multipass. C'est-à-dire, on a le permis de conduire, bon, ça c'est normal. Il y a le pass sanitaire, le pass pour certains écologiques au niveau des calanques à Marseille et à d'autres endroits, ils commencent à vouloir l'instaurer au nom du respect de la planète. On peut imaginer demain le pass carbone. Attention de pas trop polluer, hein, l'Union Européenne te donne un quota là. Tu dépasses, tu payes. Et on peut imaginer même un pass d'être parent. Le permis d'être parent. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui n'ont pas été respectueux. C'est-à-dire, ils ont violenté les gamins, ils les ont abandonnés, ils ont trop profité de la CAF, des allocations, de tout ce qui existe. Donc il faudra à présent montrer patte blanche pour être parent, être respectable. Quelqu'un qui va prendre soin, qui aura suffisamment de côté ou d'intérêt, de métier derrière, peu importe, pour élever des gamins. Tout ça, on va le voir arriver, parce que, au nom de la surpopulation planétaire, de l'intérêt de l'enfant, de la défense des êtres doués d'intelligence, etc. Il y a tout un tas de stratégies qui s'organisent autour de ces actions, de ces projections. Bon, je vous propose, il y a tellement de choses à voir encore, d'en finir là pour aujourd'hui. On est déjà à la 3e émission sur ce livre. Et si je devais faire à chaque fois 3, 5, 6 émissions sur chaque livre, on en aurait pour des années. Je vais essayer d'accélérer et de vous faire des synthèses sur certains éléments. On reviendra, je pense, celui-là, on le fera en une fois. On tirera les grands traits. Ça sera sur les chrétiens qui s'expriment. À voir ce que ça donne. Hein. Je ne l'ai pas encore lu, peut-être qu'il va dire n'importe quoi. Mais voilà. Et celui-ci sur les religions qui va me permettre de bien travailler, puisque je vous ai dit que je vais sortir en fin d'année normalement, si j'ai assez de temps pour faire tout cela, un livre sur la venue des religions, les croyances au sein de différentes tribus, comment je pourrais dire ça, cultes qui se sont effacés, les autres, au contraire, qui ont pris de la place sur la planète, comment se sont-ils répandus, et que pouvons-nous attendre de cela? Et enfin, l'eschatologie chrétienne versus musulmane, le traitement de la fin des temps, et la victoire des serviteurs de Yeshua bar Eli, entre autres aussi avec les judéo-chrétiens, n'en déplaise à certains. Merci à vous pour votre écoute, la vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées, et notre victoire est assurée. Amen. À très bientôt.